Merci beaucoup, André. Et il y a monsieur le ministre qui vient de filer en douce. Il a un autre rendez-vous à Bruxelles, mais il était avec nous, il nous a écoutés. Donc, à présent, j'ai le plaisir et l'honneur de présenter professeur, docteur Isabelle Mestad, qui est généticienne clinicienne au Centre de génétique humaine de l'Institut de pathologie et de génétique à Gosselies. Le thème, c'est l'actualité de génétique et autisme. Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci pour l'invitation pour venir vous parler aujourd'hui de génétique et autisme. Merci et bon anniversaire à la PEPA. C'est très encourageant de participer à ce genre de journée avec des interventions venant de tous bords. Ça nous change un peu des congrès purement scientifiques. Et donc, je trouve ça très riche et je vous remercie encore. Vous parlez d'autisme, peut-être monsieur le ministre est parti en courant parce que ça fait parfois un peu peur, mais donc on va essayer de rendre quand même les choses compréhensibles et vous allez voir qu'en fait c'est comme toute discipline, c'est pas plus compliqué qu'une autre discipline, simplement il faut prendre le temps de s'y intéresser. Alors j'ai de la chance, j'étais malheureusement pas disponible ce matin, donc je n'ai pas entendu les topos du matin, mais je suis sûre qu'on vous a bien expliqué que les troubles neurodéveloppementaux, et ça a été redit début d'après-midi, font partie de ces catégories, comprennent les troubles du spectre de l'autisme. Là où je rejoins tout à fait l'intervention du docteur Olivier, c'est que cette approche catégorielle ne nous convient pas du tout en génétique. Parce que vous allez le voir, en fait, ce sont les mêmes gènes qui interviennent dans les différentes catégories des troubles du neurodéveloppement. Et donc, pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens d'isoler les troubles du spectre de l'autisme par rapport aux autres catégories des troubles neurodéveloppementaux, en tout cas en termes d'étiologie génétique. Alors, ça fait très longtemps qu'on suspecte l'implication de facteurs génétiques dans les troubles du spectre de l'autisme. Et il faut remonter à des études qui datent déjà des années 70, où en fait on a montré qu'il y avait des corrélations dans les paires de jumeaux et que donc inévitablement ça laissait suspecter qu'il y avait certainement une base génétique dans les troubles autistiques. Et donc par exemple quand vous êtes vrais jumeaux, eh bien, si un des jumeaux a un trouble du spectre de l'autisme, l'autre jumeau a, selon les études, 38 à 95% de chances d'être également, de présenter également des traits autistiques. Et donc, ce risque relatif est 150 fois plus élevé par rapport à la population générale. Si, à l'inverse, vous prenez des jumeaux dizygotes, c'est-à-dire des faux jumeaux, bien là, le risque n'est plus que de 5 à 31%. 8 à 10 fois plus élevé que la population générale. Mais donc, on voit qu'il y a là un terrain génétique très important. Ce qui a aussi fait suspecter la présence de traits autistiques, c'est, comme vous le savez, ce rapport de 3 à 4 fois plus de diagnostics chez les garçons que chez les filles, avec toutes les nuances qu'il faut apporter par rapport à la difficulté de diagnostic chez les filles. Mais quand même, il y a une fréquence augmentée chez les garçons. Alors, un tout petit rappel pour que tout le monde suive, parce que je ne pense pas du tout que tout le monde est scientifique, a une formation scientifique. Donc, vous rappelez que l'être humain, c'est constitué d'environ 35 milliards de cellules. Dans chaque cellule, il y a un noyau. Et dans chaque noyau, on a tous 46 chromosomes, 23 paires de chromosomes, qui contiennent les 20 à 22 000 gènes qui nous font fonctionner chaque jour. Enfin, d'abord, qui nous font grandir quand on est encore dans le ventre de notre maman, et puis qui continuent à nous faire fonctionner tout au long de la vie.
Chaque gène est en 2 exemplaires puisque ces gènes sont en fait tout le long des chromosomes. Un chromosome, c'est de l'ADN qui a été complètement compacté sur lui-même. Donc quand vous déroulez un chromosome, vous obtenez cette longue double hélice d'ADN qui contient tous ces gènes qui nous font fonctionner. Et donc en fait, le génome humain, c'est un petit peu comme un énorme livre de recettes. Et pour protéger ce livre de recettes, on le laisse bien dans le noyau de la cellule. Donc l'ADN ne quitte pas le noyau de la cellule. Mais on va aller lire notre code génétique en fonction des besoins. Et donc on va aller faire des copies de toutes ces recettes dont on a besoin. Ces copies, c'est ce qu'on appelle l'ARN. Quand vous avez entendu les vaccins ARN, c'est la copie de l'ADN. Et puis, cette ARN, comme c'est une copie, elle peut sortir du noyau, elle ne doit plus rester dans le coffre-fort. Et puis là, on amène tous les ingrédients qu'on va appeler des acides aminés. Avec ces ingrédients, on va faire un gâteau et ça, c'est la protéine. Et en fait, ce qui fait fonctionner votre organisme, ce sont les protéines qui sont fabriquées à partir des recettes contenues dans votre génome humain. J'espère que là, j'ai perdu personne. Ça va, le gâteau, en général, ça passe. Et donc, si vous prenez le génome humain, l'ADN, donc je vous ai dit, c'est comme un grand livre de recettes. En fait, c'est comme une grande bibliothèque. Et vous pouvez imaginer que un génome, pour une personne, c'est un petit peu comme si vous aviez une grande bibliothèque de 3300 livres avec 1000 pages par livre et 1000 lettres par page. Donc, en fait, un génome, c'est 3,2 milliards de petites lettres qui se suivent pour former un code. Donc, si vous avez un peu de notions scientifiques, vous savez que ça s'appelle des nucléotides, A, T, C et G, qui se suivent dans un certain ordre pour former un code. Donc, un génome, c'est 3,2 milliards de nucléotides ou de lettres, si vous voulez. Quand on parle d'exome, là, en fait, on ne prend que les gènes. Donc, il faut savoir que les gènes, vraiment, donc ces recettes, ça ne constitue qu'environ 1% de notre génome. Donc, il y a encore 99% du génome dont on ne sait pas trop bien à quoi il sert, enfin, bien qu'on ait quand même certaines connaissances, mais donc les gènes en tant que tels, ce n'est que 1% de votre matériel génétique. Et donc, l'exome, ce qui représente uniquement les gènes, ça correspond à 30 millions de lettres. Et donc, quand on parle de variation génétique, et c'est exprès qu'on ne dit pas anomalie génétique ou mutation génétique, parce qu'en fait, on est rempli de variations génétiques les uns par rapport aux autres. Elles peuvent être de différents types. Parfois, il manque tout un paragraphe d'une page. C'est en langage scientifique ce qu'on appelle les copy number variations du génome. Donc, c'est des morceaux de génome, soit par exemple qui sont dupliqués, qui sont en trop, ou qui sont manquants, et c'est plus souvent le cas. Et donc, ça, on peut repérer ces paragraphes manquants quand on fait une analyse poussée des chromosomes qu'on appelle un karyotype moléculaire. Et on peut, par exemple, voir que chez un individu, il manque une petite bande particulière sur les bras courts d'un chromosome 16, par exemple. Donc ça, c'est des CNV, Copy Number Variation. J'en reparlerai après, donc essayez de retenir CNV. À côté de ces CNV, on peut avoir des variants ponctuels. Ça, c'est un petit peu comme s'il y avait une faute de frappe dans le texte. Et donc, un nucléotide est remplacé par un autre nucléotide. Ça se repère en faisant du séquençage, en lisant vraiment le code génétique. Donc, si vous êtes scientifique, c'est ce qu'on fait quand on étudie un panel de gènes ou quand on fait du whole exome sequencing, qu'on lit tout l'exome, ou quand on fait du whole genome sequencing, quand on lit tout le génome d'un patient. Il y a 20 ans d'ici, c'était encore un peu de la science-fiction. Maintenant, on fait ça en routine dans les laboratoires de génétique, en tout cas le panel de gènes et l'exome. Et donc, on va repérer toutes ces petites variations ponctuelles, ces petites fautes de frappe, on va dire, qui ne sont pas toujours des fautes, mais toutes ces petites variations dans l'ADN. Et on va rapporter ça pour les scientifiques de la façon suivante, en disant, dans tel gène, on a repéré à telle position une variation génétique qui entraîne tel changement au niveau ensuite de l'acide aminé et de la protéine. Alors, ça, c'est une image un peu pour vous expliquer que donc je vous ai comparé le génome d'une personne à une bibliothèque. 3300 livres qui sont dans votre bibliothèque. C'est par exemple ce que vous voyez là sur la gauche, la bibliothèque d'un individu.
Mais en fait, bien évidemment, nous n'avons pas tous exactement le même code génétique. Sinon, nous serions tous des clones. Donc, heureusement qu'entre deux personnes, il y a des myriades de variations génétiques. C'est ce qui fait la diversité de l'être humain. Et donc, il y a 0,1% de variabilité dans notre génome. Donc, l'ADN, la séquence d'ADN normale, ça n'existe pas. Nous avons tous notre propre séquence d'ADN. Et donc, si je dois comparer le génome de deux personnes, si je dois comparer deux bibliothèques, eh bien, je vais d'office avoir 3 à 5 millions de petits variants qui diffèrent d'une bibliothèque à l'autre, ou entre deux personnes, 3 à 5 millions de variants. Si on ne regarde que les gènes, on a encore entre 20 000 et 30 000 petits variants dans nos gènes d'une personne à l'autre. Parmi tous ces variants, heureusement, la très très grande majorité, presque tous ces variants, sont des variants bénins, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas responsables de pathologie, ils sont juste responsables de la diversité humaine. Mais malheureusement, il existe parfois des variants qu'on va appeler pathogènes, qui eux ne font pas partie des variants bénins de la population et qui peuvent entraîner des pathologies ou des troubles au sens large. On va faire une différence dans ces variants entre des variants responsables de pathologies monogéniques. Ça, c'est quand il y a un lien causal strict entre un variant et une pathologie. Donc, c'est ce qu'on appelle des variants à très forte pénétrance. C'est-à-dire, si ce variant est là, il y a 100% ou un taux très très élevé de risque de développer des troubles ou une pathologie. Et à côté de ces variants à très très forte pénétrance, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque. Ça, ce sont des variants où, quand vous en êtes porteur, vous n'allez pas nécessairement développer des symptômes, mais vous êtes plus à risque que celui qui ne porte pas le variant de développer un jour des symptômes. Donc, on fait une différence entre un facteur génétique causal strict, on va dire, dans les maladies monogéniques, et simplement des facteurs de risque. Et donc, en tant que généticien, quand on fait un rapport de génétique, on a pour habitude de classer ces variants en 5 catégories. Ce n'est pas le plus important pour vous, mais donc quand on dit un variant de classe 5, c'est qu'on est sûr à 100% qu'il est pathogénique. Classe 4, il est vraisemblablement pathogénique. Classe 3, on l'a vu, mais on ne sait pas du tout s'il peut être mis en lien ou pas avec des symptômes. Et classe 2 et 1, ce sont plutôt des variants bénins de la population, qu'on ne rapporte pas puisqu'ils sont bénins. Donc quel est notre rôle, nous, en tant que généticiens ? Eh bien, on va aller essayer de repérer dans votre bibliothèque, dans votre génome, des chapitres manquants ou des petites erreurs, enfin des petites variations ponctuelles qui pourraient être responsables des symptômes d'un patient. Alors, dans le domaine des troubles du spectre de l'autisme, il y a 2 grands modèles qui ne s'opposent pas, mais qui sont complémentaires. Il y a le modèle monogénique. C'est un modèle simple, mais qui est rare. Donc, c'est rare qu'on fasse un diagnostic d'une pathologie monogénique dans les troubles autistiques. En tout cas, ce n'est pas le plus fréquent. Mais pour nous, en tant que généticiens, c'est le modèle qu'on maîtrise le mieux avec les connaissances actuelles. Alors, c'est quoi ce modèle ? C'est, comme vous voyez, une pièce principale qui est responsable du trouble autistique. C'est-à-dire, vous avez soit un chapitre manquant ou soit un variant très important qui empêche vraiment un gène important pour le cerveau de fonctionner et qui, à lui seul, explique la survenue des troubles autistiques. Ça, c'est le modèle monogénique. Mais à côté du modèle monogénique, il y a un autre modèle et qui finalement est le plus fréquent. Et c'est ce dont on a parlé en début d'après-midi, le Dr Olivier en a parlé, c'est le modèle polygénique ou multifactoriel. Où là, ce n'est malheureusement pas, enfin pour nous, je veux dire en termes de facilité diagnostique, c'est pas une pièce du puzzle qui est responsable de tous les symptômes, mais c'est une association de plein de petites pièces de puzzle qui constituent des facteurs de risque génétiques sur lesquels viennent s'associer des facteurs environnementaux et qui font que finalement, on va avoir la survenue de troubles autistiques. On va y revenir. Donc, pour résumer, dans la forme simple monogénique, vous avez un gène responsable. Les juristes, ils aiment bien dire qu'il y a un lien strict de cause à effet. Donc, il y a un lien strict entre le défaut génétique qu'on a pu repérer avec nos analyses et le trouble du neurodéveloppement.
Le plus souvent, je ne sais pas si on voit ma flèche ici en dessous, mais le plus souvent, ce sont des pathologies qui arrivent par accident. C'est-à-dire, on croit toujours génétique, ça veut dire que c'est hérité d'un parent. Non, là, beaucoup de maladies génétiques monogéniques, elles surviennent non pas parce qu'on l'a hérité de son père ou de sa mère, ou qu'on a hérité de variants à la fois de son père et de sa mère, mais simplement parce qu'un variant génétique est arrivé par accident et a vraiment perturbé un gène important. Donc la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle des variants qui surviennent de manière de novo, accidentelle. Parfois, c'est d'autres types d'hérédité. Parfois, c'est deux parents qui sont porteurs d'une pathologie récessive et l'enfant reçoit à la fois le variant de son père et de sa mère, par exemple. Ou parfois, ce sont des pathologies liées au chromosome X où les femmes peuvent être conductrices asymptomatiques et les symptômes s'expriment plus chez les petits garçons. Mais donc ça, c'est toujours dans la catégorie un gène responsable de la pathologie ou de troubles. Dans les formes complexes, bien là, vous l'avez compris, c'est plus complexe, même si c'est très fréquent, mais c'est beaucoup plus complexe. Il faut l'association de toute une série de facteurs de risque génétiques, plus sans doute l'influence de l'environnement. Et là, on estime qu'à un moment, c'est un peu un système de balance, et à un moment, vous avez accumulé tellement de petits facteurs, de petites pièces du puzzle que finalement, vous allez développer des troubles autistiques. Donc là, c'est plutôt un calcul de risque et une augmentation de risque qui fait qu'à un moment, les symptômes finissent par surgir. Et donc là, on a plein de combinaisons différentes possibles. Et la combinaison de cet individu dans cette première famille ne va pas être la même que la combinaison dans une autre famille. Et même quand il y a plusieurs personnes atteintes au sein d'une même famille, ce n'est pas toujours les mêmes combinaisons. Ce n'est pas toujours exactement les mêmes pièces du puzzle qui se sont associées pour finalement être responsables des troubles autistiques. J'ai toujours perdu personne. Ça a l'air d'aller. Forme simple, c'est ce que nous, on appelle les formes monogéniques où on peut poser un diagnostic moléculaire. Et donc, je reviens sur ce que Madame a dit dans son intervention, quand un généticien dit on n'a pas trouvé la cause génétique, ça veut dire on n'a pas trouvé de cause génétique monogénique aux troubles autistiques de votre enfant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même des facteurs génétiques qui entrent en jeu. Ça, c'est important que vous compreniez. Il y a sans doute des facteurs génétiques, mais en tout cas, on n'a pas identifié une cause génétique isolée qui peut expliquer les symptômes du patient. Ces formes monogéniques, on les connaît depuis un certain temps et on en connaît chaque année de nouveaux gènes qui peuvent donner des formes monogéniques de troubles du spectre de l'autisme. Et en général, c'est rarement responsable de formes d'autisme non syndromique. Alors en génétique, on dit autisme non syndromique, c'est quand les troubles autistiques sont le seul symptôme du patient. Et on parle de formes syndromiques quand finalement les traits autistiques s'associent à d'autres problèmes comme une déficience intellectuelle, de l'épilepsie, d'autres troubles psychiatriques. Donc on parle de forme syndromique quand ça fait partie d'un ensemble de symptômes. Quand on est dans les formes monogéniques, on parle souvent de forme syndromique, où souvent le problème autistique s'associe à une déficience intellectuelle ou à de l'épilepsie, par exemple. Et vous voyez que dans ces différents, ici on a une liste de différents syndromes, mais le risque de trouble autistique est variable d'un syndrome à l'autre. Alors, à quoi ça sert d'essayer de voir s'il y a une cause monogénique chez une personne qui a des troubles autistiques? Eh bien, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Parfois, on peut adapter le suivi plus précisément en fonction de la cause, en fonction de l'étiologie. D'où l'intérêt de ces bases de données comme Génida, où les parents peuvent alimenter ces bases en expliquant tous les événements qui ont pu arriver à leur enfant, parce que d'autres parents peuvent consulter ces bases et prendre compte de l'expérience d'autres enfants qui ont un défaut dans le même gène que leur enfant. Voilà. Par exemple, dans certains syndromes, on va privilégier tel type d'antiépileptique en première intention plutôt qu'en essayer 10 avant de tomber sur celui-là. Donc, on peut quand même avoir une amélioration du suivi. Je ramasse mes lunettes parce que j'ai peur de les écraser à la fin. Voilà. Donc, voilà, on a quand même des possibilités d'avoir un suivi plus spécifique.
Le conseil génétique, il est capital, je vais y revenir, mais une des principale particularité dans la médecine du généticien, c'est de prendre en considération pas uniquement le patient, mais également la famille et de donner du conseil génétique plus largement dans la famille. Ça permet aux parents Enfin, je parle de parents, c'est parce qu'au départ, je suis pédiatre et généticienne, donc je vois beaucoup d'enfants en consultation, mais on peut dire aussi d'adultes. Hein. Mais donc, ça permet de contacter des associations de patients, de trouver du soutien auprès de ces associations de patients et enfin, dans certains cas bien particuliers, peut-être de participer à des essais cliniques en fonction du gène concerné. Là où j'insiste, c'est que ce n'est pas du tout discriminant pour faire un diagnostic différentiel parmi les catégories de troubles du neurodéveloppement. Alors je vous ai dit, les généticiens, ils n'aiment pas trop ces catégories, mais c'est pas parce qu'on trouve une explication génétique que ça va vous dire si le patient entre dans la catégorie de déficience intellectuelle ou de troubles autistiques, ou de déficience intellectuelle et troubles autistiques, ou de TDAH. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu les mêmes gènes qui interviennent dans tous ces troubles du neurodéveloppement. Donc le diagnostic, il reste clinique. Et puis nous, on essaye d'apporter une cause, mais parfois les parents viennent en disant « je veux faire des analyses génétiques pour savoir si mon enfant a des troubles autistiques ou pas, enfin, ou si les symptômes de mon enfant, c'est de l'autisme ou pas ». Là, on ne va pas répondre à la question. On va voir si on trouve une étiologie à un développement atypique, mais on va pas, le diagnostic génétique ne va pas préciser le diagnostic clinique. Donc ça, c'est important. Donc, conseil génétique, ben voilà, par exemple, ce petit garçon, on pose un diagnostic de syndrome X fragile. Alors, je parle trop, donc je ne vais pas vous expliquer toute la transmission du syndrome X fragile, c'est un peu compliqué, mais sachez que ça se transmet de génération en génération et qu'au départ, ce qui se transmet, c'est une prémutation, c'est-à-dire un défaut génétique qui ne donne pas encore de symptômes. Et puis, à un moment, quand les mamans transmettent ce défaut génétique peut s'aggraver, augmenter et devenir une mutation et entraîner des symptômes, surtout chez les petits garçons, mais parfois aussi chez les petites filles. Et donc, vous voyez, on a des arbres généalogiques où, sur plusieurs générations, ça se transmet à l'état de prémutation, c'est quand vous voyez un petit point, et puis, si cette prémutation augmente en mutation, là, des symptômes peuvent apparaître. Et bien, donc, quand vous faites comme ça un diagnostic, c'est important parce que, par exemple, la cousine ici, tout à droite, elle peut faire un test génétique qui montre qu'elle est porteuse d'une prémutation, donc elle n'a pas de symptômes, mais elle est porteuse de la prémutation, mais donc elle a un risque d'avoir un enfant qui a un syndrome X fragile, mais vous pouvez lui proposer, si elle souhaite ne pas prendre le risque d'un enfant qui a X fragile, lui proposer par exemple un diagnostic prénatal par amniosynthèse ou même un diagnostic préimplantatoire où on fait de la fécondation in vitro et on ne réimplante que des embryons qui n'ont pas le syndrome X fragile. Ça peut aussi aider d'autres personnes dans la famille. On sait que, par exemple, surtout les hommes porteurs d'une prémutation X fragile, ils peuvent développer des tremblements à un âge plus avancé. Bien, par exemple, ce grand-père, plutôt que faire plein de batteries d'examens neurologiques parce qu'il tremble et qu'on se demande s'il n'y a pas Parkinson, eh bien, vous pouvez apporter plus rapidement une réponse en disant, voilà, il y a une explication à votre tremblement. Donc, ça peut aider différentes personnes dans une famille. On en a déjà parlé, des gènes impliqués dans l'autisme, il y en a de plus en plus, on en découvre chaque jour. Ça, c'était une revue de 2021 qui montre vraiment la croissance, et ça, c'est parce que les technologies évoluent et donc on peut séquencer de plus en plus facilement les gènes, et donc on trouve de plus en plus de gènes associés à l'autisme. Et au dernier recensement, vous voyez, il y en avait 1723. Et comme je vous l'ai déjà dit, ce sont les mêmes gènes qui sont impliqués dans les différents troubles neurodéveloppementaux. Maintenant, le taux diagnostique est variable. Si vous venez en consultation avec la porte d'entrée trouble autistique, parce que c'est le symptôme principal, de manière générale, on va trouver une explication génétique environ dans 10% des cas. Par contre, si vous entrez par la porte déficience intellectuelle, parce que c'est le symptôme qui est en premier plan, là, on va souvent dépasser 50% de taux diagnostique. Donc la porte d'entrée est variable, ça veut simplement dire qu'on a beaucoup plus de connaissances génétiques dans le domaine des troubles de la déficience intellectuelle que dans les troubles autistiques, entre autres parce que c'est souvent multifactoriel et que donc on n'a pas une solution claire au niveau des analyses, une réponse claire au niveau des analyses génétiques. Avec les nouvelles technologies où on séquence de plus en plus facilement les gènes, on estime qu'on peut monter ce taux diagnostique autour de 25%. Mais
pas encore beaucoup plus à l'heure actuelle. Et ça, c'est assez évident suite à tout ce que je vous ai déjà expliqué. Plus on est dans une forme syndromique d'autisme, plus on a des chances de trouver une cause monogénique. Et le tableau de droite vous montre que plus vous avez de symptômes associés, plus vous augmentez votre taux diagnostique, ce qui est assez logique. Parce que dans les formes non syndromiques, on est beaucoup plus, presque toujours, dans la forme complexe multifactorielle. Alors tous ces gènes, 1725 gènes, ça a un intérêt de les identifier, entre autres pour essayer de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques qui sont à la base de l'autisme, au sens large. Mais donc vous voyez, bon ça je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu complexe, mais on peut regrouper quand même ces gènes en différentes grandes fonctions. Une des grandes fonctions, par exemple, c'est les échanges qui se passent au niveau des synapses. Les synapses, c'est les connexions entre les neurones. Et donc, il y a toute une série de gènes qui fabriquent des protéines qui agissent au niveau des échanges synaptiques. Il y a toute une série de gènes qui agissent dans le modelage de la chromatine, etc. Mais là, ça devient un peu peut-être fort scientifique. Mais l'intérêt de mieux connaître les mécanismes physiopathologiques, c'est aussi d'essayer de trouver des thérapies beaucoup plus spécifiques où on va aller cibler vraiment ce qui dysfonctionne à cause de cette perturbation génétique. Et donc, il y a des essais thérapeutiques en cours. Et ça, c'est juste pour vous dire que les essais thérapeutiques, bien sûr, il faut les encourager, il faut encourager la recherche, mais il faut rester réaliste et savoir que ça prend beaucoup de temps. Entre une idée d'un chercheur en laboratoire et la mise sur le marché d'un médicament qui est passé toutes les étapes d'un essai clinique, c'est très long. Mais c'est indispensable pour assurer une médecine de qualité et ne pas faire prendre de risques à nos patients. On a parlé longtemps des causes monogéniques, mais je vous ai dit, le plus souvent, ce sont des formes complexes. Ça, c'est le modèle qui convient le mieux à l'autisme non syndromique. Plusieurs facteurs de risque génétique qui, en soi, pris isolément, n'augmentent qu'un tout petit peu le risque, mais tous ensemble peuvent augmenter finalement très fort le risque, plus l'action de l'environnement. Et donc, on est dans un modèle comme celui-ci, où vous avez au-dessus une combinaison de facteurs de risque génétiques, et puis vous avez sur cette combinaison de risque génétique l'addition de facteurs qu'on appelle modulateurs environnementaux. Ça va peut-être un petit peu répondre à la question de madame, même si je ne sais pas du tout si les lignes à haute tension peuvent avoir une influence. Mais alors c'est un peu petit pour vous, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'hypothèses sur des facteurs environnementaux, que ce soit en prénatal, pendant la grossesse, on l'a parlé, tout ce qui entraîne des inflammations au niveau du tissu cérébral en anténatal ou au moment de l'accouchement, l'influence de toxiques, d'alcool, de certains médicaments comme la dépakine, on en a parlé. Mais on pense aussi peut-être même des facteurs plus difficilement mesurables comme des stress majeurs. Il y a des études, mais c'est pas encore prouvé, mais qui ont par exemple l'air de dire que des populations déracinées, exilées, il y a peut-être plus de risques d'autisme dans la descendance des mamans qui ont vécu un stress terrible pendant leur grossesse. Et donc la combinaison de tout ça fait en sorte qu'au bout du compte, vous pouvez finalement avoir une balance de risque qui devient une accumulation de facteurs de risque trop importants et ça fait basculer la balance vers la survenue de symptômes. Symptômes qui peuvent être très variables et vous voyez que ce sont dans cette même catégorie, c'est le même modèle en tout cas qui peut parfois expliquer la survenue de troubles bipolaires ou d'une dépression très sévère ou de TDAH ou de troubles autistiques ou de déficience intellectuelle ou d'épilepsie. Donc c'est un peu ce même modèle qui sous-tend à tous ces symptômes. Et donc par rapport à ces facteurs de risque dans le modèle polygénique, eh bien là, il faut rester très humble et se rendre compte qu'on n'est pas très loin dans les connaissances. Alors, comment est-ce qu'on essaye d'identifier ces petits facteurs, ces facteurs de risque qui ne sont pas des petits facteurs, c'est pas ça que je veux dire, mais qui agissent comme une petite goutte, finalement, qui doit s'additionner à d'autres facteurs. En fait, vous allez prendre des études de très grande cohorte. Et donc, si on parle ici de troubles du spectre de l'autisme, vous allez
prendre une très grande cohorte de personnes dites, et je mets toutes les guillemets possibles, neurotypiques, et une très grande cohorte de personnes avec troubles du spectre autistique. Vous allez étudier tous des petits variants qui, a priori, sont presque considérés comme des variants bénins de la population, et vous allez voir si ces variants ne se retrouvent quand même pas plus fréquemment dans le groupe des personnes avec des troubles autistiques par rapport aux personnes dites neurotypiques. Et vous allez faire des calculs statistiques, en fait, et essayer de voir si, statistiquement, on ne retrouve pas certains variants avec une fréquence. On les retrouve dans toute la population, mais est-ce qu'on ne les retrouve pas de manière plus fréquente, chez les personnes avec troubles du spectre de l'autisme. Ça, c'est ce qu'on appelle les études GWAS, pour des études d'association pangénomique. Et on identifie ainsi des facteurs de risque. Là où vous devez bien comprendre ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'on peut identifier ces facteurs de risque à l'échelle populationnelle, mais pour un individu particulier qui est devant le médecin en consultation, devant le généticien en consultation, on est incapable de faire ce qu'on appelle actuellement un score de risque individualisé. En fait, on ne connaît pas encore assez bien tous ces petits facteurs de risque pour pouvoir faire un calcul en disant tout ça c'est protecteur, tout ça c'est facteur de risque. On va faire un calcul et vous calculez votre risque global en fonction de ce que vous avez de protecteur ou de non protecteur. On n'a pas les connaissances. Pour une personne, on ne peut pas faire ça. Et donc, quand un généticien dit on n'a pas trouvé de cause génétique, c'est on n'a pas trouvé de cause génétique monogénique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même ces facteurs de prédisposition multifactoriels. Vous me suivez? J'espère. Mais donc, facteurs de risque génétique multiples, sur lesquels vient de se greffer l'environnement. Alors, comment agit l'environnement? Ça, c'est l'épigénétique. Et là, on pourrait parler des heures de l'épigénétique. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement passionnant et qui réconcilie un peu les théories d'autrefois avec les scientifiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est fait de prédisposition génétique, mais on est vraiment influencé par tout ce qui nous arrive dans la vie et peut-être même par ce qui est arrivé aux générations antérieures. Comment ça fonctionne? En fait, vous avez votre code génétique, mais on ne lit pas tous les gènes chez tout le monde en même temps, de la même façon. En fait, on peut ouvrir l'ADN ou fermer l'ADN. Et on ouvre l'ADN pour aller lire les gènes dont on a besoin, et on ferme l'ADN quand on n'a pas besoin de lire les gènes. Donc on peut allumer ou éteindre certaines régions de notre code génétique. Et en fonction de tout ce qui nous arrive dans la vie, mais qui nous est déjà arrivé même en prénatal, on allume certains gènes ou on éteint certains gènes pour réagir aux stimulus environnementaux. Ça, c'est l'épigénétique, c'est allumer ou éteindre des gènes. Et donc, tous ces facteurs environnementaux peuvent influencer la façon dont on utilise notre génome et constituer des facteurs protecteurs ou, à l'inverse, des facteurs de risque. Un exemple très simple qui n'a rien à voir avec les troubles autistiques, mais pour vous expliquer l'épigénétique, c'est par exemple si on prend une personne qui a un régime alimentaire normal et qui a un poids, un BMI tout à fait normal, et puis il y a la guerre, cette personne est affamée et donc pendant cette période de diète sévère, elle va allumer tous les gènes de stockage pour garder le plus d'énergie possible pour rester en vie. Eh bien, quand la guerre est finie et que cette personne retourne au régime alimentaire qui est exactement le même qu'avant la guerre, eh bien, cette personne risque de développer une surcharge pondérale. Pourquoi? Parce qu'elle a allumé tous ses gènes de stockage et même si elle mange la même chose qu'avant, elle risque beaucoup plus facilement de prendre du poids. Voilà. C'est un exemple pour vous expliquer. On a même montré que ce risque de surcharge pondérale, il peut se transmettre jusqu'à 2 générations après la personne qui a vécu. Donc ça, d'un point de vue psychanalytique, c'est assez perturbant de se dire qu'on est influencé à ce point par ce qu'on vit et ce que peut-être nos ancêtres ont vécu. Mais donc, voilà. Je vais passer ces dias-là parce que je n'ai plus le temps. Mais donc, c'est juste pour vous expliquer que... Je peux prolonger? J'ai tout le temps. Alors... Vous êtes tous en train de me dire, fou, mince. Mais à côté de ces formes simples et de ces formes complexes,
Il faut reconnaître qu'en pratique, on a aussi des formes intermédiaires. Et ça, on y fait face tous les jours quand on est généticien. Si vous regardez, j'ai essayé, vive l'IA, mais de vous faire des dessins. Donc dans la forme simple, je vous ai mis une grosse pièce de puzzle dans le cerveau. Dans la forme complexe, plein de petites pièces. Dans la forme intermédiaire, en fait, on trouve une bonne pièce, mais qui ne suffit pas à elle-même pour tout expliquer. Donc on trouve un élément qui est un facteur de risque assez important, mais qui lui-même doit quand même encore s'associer à plein d'autres petits facteurs de risque pour que les symptômes se développent. C'est par exemple le cas d'un patient où on trouve, par exemple, qu'il manque un chapitre, donc un CNV dont je vous parlais au début, sur le chromosome 16. On sait que c'est un facteur de risque avec une pénétrance, comme on appelle ça, assez importante, donc qui va par exemple vous donner un risque de 40% de troubles autistiques. Donc on n'est pas dans des tout petits risques, on est dans un risque assez important, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait d'autres facteurs de risque génétiques ou environnementaux qui s'y ajoutent pour que finalement les troubles autistiques se développent. Donc par exemple, cette délétion sur le chromosome 15, elle peut soit arriver par accident chez un enfant, mais parfois elle est héritée d'un parent qui a cette même délétion, mais qui est asymptomatique parce que cette pièce du puzzle ne s'est pas associée à d'autres petites pièces accessoires. Et ça, c'est ce qu'on appelle la pénétrance incomplète. C'est le fait qu'on peut, dans une même famille, être porteur d'un même facteur de risque, mais tout le monde ne va pas nécessairement exprimer les symptômes. On peut aussi avoir des familles où on est porteur d'un même facteur de risque, mais on ne va pas exprimer le même degré de sévérité des symptômes. Ça peut aller, par exemple, de simples troubles 10 chez une maman et un enfant qui a des symptômes plus marqués. Parce que les petites pièces accessoires ne sont pas nécessairement les mêmes entre la maman et l'enfant. Vous me suivez ? Ça, il y a eu beaucoup d'études très intéressantes là-dessus et je vais vous expliquer juste pourquoi ça complique notre pratique de conseil génétique. Il y a un article où ils ont étudié, il y a quelques années déjà, mais 1532 familles où il y avait plusieurs enfants de la fratrie avec des troubles autistiques. C'est ce qu'on appelle des familles multiplexes. Et donc là, vous avez par exemple une famille à 4 enfants et il y en a 3 qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Et puis, vous voyez, par exemple, j'invente, je ne les ai pas vus en consultation, mais c'est pour vous expliquer. Par exemple, les 2 premiers, une fille et un garçon, vous faites une analyse génétique et vous trouvez, par exemple, qu'il manque cette petite bande sur le chromosome 16. Alors après, vous vous dites, là, quand même, j'ai trouvé un facteur de risque important chez ces 2 frères et sœurs. Donc, vous testez les parents et vous voyez qu'en fait, la maman est porteuse, mais elle va bien. Donc, le fait que les 2 enfants, la fille a un trouble autistique sévère, le garçon un trouble autistique léger, ça représente l'expressivité variable. Mais le fait que la maman est porteuse de la délétion mais n'a pas de symptômes, ça c'est la pénétrance incomplète. Elle est porteuse mais elle n'exprime pas de symptômes. Après, vous étudiez le 3e enfant qui n'a pas de trouble autistique, qui n'a pas la délétion. Donc c'est cool, ça, enfin, je veux dire dans le sens scientifique, tout a l'air logique. Mais après, vous avez le petit dernier qui a un trouble du spectre autistique sévère, vous le testez et il n'a pas la délétion. Et ça, c'est sans doute parce que chez cet enfant-là, c'est une autre combinaison, c'est un autre puzzle qui est responsable de ces troubles autistiques, si je reprends l'image du puzzle. Mais imaginez-vous faire du conseil génétique. C'est compliqué dans cette famille. Imaginez-vous que la famille vient et qu'elle n'a encore que 3 enfants. Et la maman vous dit, moi je voudrais un diagnostic prénatal pour ma 4e grossesse. Eh bien, si vous recherchez la délétion, vous rassurez cette maman. Et malgré tout, l'enfant a un trouble autistique. Donc, ça, c'est CNV, facteur de risque. Il arrive que tous les membres atteints d'une famille ne soient pas nécessairement porteurs de ce même CNV, ce qui nécessite qu'on soit extrêmement prudent quand on fait du conseil génétique, surtout quand on va vers du diagnostic prénatal avec à la clé une éventuelle interruption de grossesse, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Donc, il y a toujours à prendre en compte l'influence de facteurs modificateurs génétiques et environnementaux, même si on ne sait pas les mesurer. On peut identifier un CNV, ça a une valeur diagnostique, mais ça a une très faible valeur pronostique, et donc c'est important pour notre conseil génétique. Donc j'en arrive aux conclusions. Je vous ai montré qu'il y avait différentes formes de troubles neurodéveloppementaux, de troubles autistiques, mais nous, on a une définition un peu plus
plus large que catégorielle. Les formes simples, monogéniques, c'est pas le plus fréquent. C'est souvent dans des troubles autistiques syndromiques, donc avec d'autres symptômes associés. Mais c'est important de les dépister. Là, moi, je peux vous dire, je suis convaincue de l'importance de ce travail, même s'il n'y a pas encore un traitement nécessairement à la clé sur mesure. Mais ça permet un suivi spécifique, parfois plus adapté, un conseil génétique à la famille, les associations de parents, j'en ai parlé, mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques et développer des essais cliniques. La forme complexe, multifactorielle, on ne peut pas encore faire du conseil génétique individualisé pour des formes multifactorielles, mais par contre, c'est important de continuer à découvrir ces facteurs de risque pour mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques. Et peut-être un jour, on pourra faire un score polygénique individuel pour un patient, même si ce n'est pas encore le cas. Et puis, il y a ces formes intermédiaires où on peut expliquer qu'on a une partie d'explication diagnostique, mais on doit rester très prudent dans le conseil génétique. C'est important pour le patient. Il y a des familles ici qui connaissent l'errance diagnostique, et donc parfois, enfin, mettre une explication sur des symptômes, c'est important aussi pour accepter le diagnostic, pour mieux comprendre les symptômes, pour mieux répondre aux questions qu'on se pose, éviter parfois des investigations qui ne sont pas nécessaires, bien suivre évidemment le patient, parfois un traitement mieux ciblé, c'est pas encore souvent le cas, je l'admets, mais ça peut ouvrir des nouvelles perspectives thérapeutiques à l'avenir. Moi, je crois très fort à la recherche et aux perspectives thérapeutiques futures. Importance pour la famille, en termes diagnostiques, en termes de conseil génétique prénatal ou préimplantatoire. Et là où je rejoins complètement ce qui a été dit avant moi, en début d'après-midi, c'est l'importance de soutenir la recherche et de faire des collaborations. On ne s'est pas concerté, je vous promets, mais multidisciplinaires et interdisciplinaires. C'est important d'inclure les patients dans des projets de recherche quand ils sont partants, d'où l'importance justement de développer ces projets de recherche plus collaboratifs, de bien décrire les phénotypes, c'est exactement ce qui a été dit, mais parce que pour le moment, rien que dans la catégorie des personnes dites neurotypiques, c'est pas sûr. Enfin, d'abord, je ne sais pas trop c'est quoi la définition de quelqu'un qui est neurotypique, mais je veux dire, il faudrait aussi décrire toutes les antécédents médicaux de ces personnes qu'on met dans les cohortes contrôle finalement, et mieux décrire les cohortes qu'on étudie, partager les données au niveau national et international, continuer à essayer de comprendre les mécanismes physiopathologiques pour développer des stratégies thérapeutiques. Et enfin, j'insiste, et ça rejoint plutôt le deuxième exposé de cet après-midi, veiller à construire une société plus inclusive, c'est une priorité. Voilà. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez compris quelque chose. Vous pouvez rester ? Oui. Pour des questions et des réponses ? Bien sûr. Avec plaisir. Il n'y en a pas. Il faut l'allumer. Sophie, il faut un micro. Merci. Donc moi j'ai une question, c'est peut-être de la science-fiction, mais donc je suis maman d'une jeune femme de 27 ans et il y a une quinzaine d'années, quand les techniques des CGHRS sont arrivées, on a pu voir qu'elle avait une microduplication sur le bras long du chromosome 2 qui code pour le gène MB05, chef d'orchestre dans le développement embryonnaire. Je ne vous apprends rien, j'imagine. Mais est-ce que donc elle a 2000 nucléotides en trop, en triple. Est-ce qu'on pourrait imaginer, avec les avancées technologiques, que on supprime ces 2000 bases ou qu'on lui rende un MB05 non défectueux? Voilà, merci. Voilà. Je peux certainement pas répondre pour un cas individuel, hein, mais les progrès augmentent. Alors, ici, ce qui est en fait, il y a des thérapies qui se développent quand, par exemple, vous avez une mutation dans un gène qui cause une pathologie, c'est essayer d'aller masquer le défaut génétique. Donc, on ne sait pas vraiment supprimer le défaut génétique, mais on peut essayer d'aller le masquer.
ici, la difficulté d'une duplication, comme vous dites, c'est que la séquence, elle est normale, elle est en trop, mais elle n'est pas anormale. Quand on veut masquer quelque chose d'anormal, on se base sur le fait qu'il y a un variant et on va s'accrocher, si vous voulez, à ce variant pour aller le masquer. Ici, si vous envoyez un sparadrap, il va s'accrocher aussi à toutes les copies, donc y compris aux bonnes copies. Donc c'est pas simple du tout. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a plein d'évolutions en termes de thérapie génique, en termes justement de thérapie par des nucléotides, oligonucléotides antisense qui vont masquer certaines régions de l'ADN, etc. Et donc, j'ai pas de solution évidemment pour le cas dont vous parlez, mais je pense qu'à l'avenir, on va trouver de plus en plus de perspectives de dosage, d'expression de gènes, etc. Mais on n'y est pas encore. Mais il faut soutenir la recherche et il faut se dire que ce qui marche pour une pathologie, pour un gène donné, pourra après être appliqué à bien d'autres pathologies rares avec les mêmes stratégies thérapeutiques. Mais oui, j'ai envie de vous dire, rendez-vous dans 20 ans. Oui. Oui, donc merci beaucoup pour votre exposé qui était vraiment très intéressant. Moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'est donc n'ayant rien trouvé sur nos tests génétiques à mon mari, à moi et à ma fille, est-ce que un examen sur ses frères et sur sa sœur pourrait... Non, ça n'aidera pas. Si on n'a pas trouvé chez votre fille, c'est que les connaissances ne sont pas encore suffisantes. Mais par contre, moi je dis toujours, c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui qu'on ne trouvera pas dans 5 ans. Donc en génétique, quand on ne trouve pas, il ne faut pas dire on ferme le dossier, et, voilà, dossier classé, ça n'existe pas, donc des cold cases, on en a des milliers, non, mais il faut se reposer la question de temps en temps, pas tous les 6 mois, hein, mais avec l'évolution des connaissances, voir si à un moment ça vaut pas la peine de se replonger dans un dossier et de refaire cette démarche. Oui, c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'il ne faut plus jamais la faire, en fait. Oui, c'est bien ce que votre collègue à Sainte-Élisabeth, Monsieur Damien Deleder, nous avait dit. C'était en stand-by. C'était il y a 2 ans, en fait. Je dirais qu'avant 3 à 5 ans, il n'y a pas assez d'évolution. En tout cas, actuellement, pas assez d'évolution scientifique et technologique. Mais voilà. Merci, en tout cas. D'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour. Merci. Merci beaucoup.